Bonjour à vous. Après 10 vidéos publiées sur YouTube au rythme de 2 par mois, je voudrais vous remercier, vous, mes abonnés et suiveurs, et faire un premier bilan. Je suis très heureux si je peux vous inspirer, voire vous aider, comme cette remarquable thérapie stratégique de Palo Alto que je conseille ici, à aider mes patients, et moi-même à l'occasion. Vous avez pressenti, compris que derrière son apparente simplicité, elle est, au sens propre du terme, extraordinaire. Ce n'est pas une énième méthode plus ou moins cohérente, mais elle participe de la révolution épistémologique qui touche toutes les sciences depuis les années 50, où on a découvert que tout est systémique, c'est-à-dire interconnecté. La stratégique est donc la thérapie de la communication, la thérapie du futur. Pourtant, sans doute du fait de son apparente simplicité, les psys classiques la croient réductrice. Son efficacité, son pragmatisme leur sont suspects, car ils croient devoir investiguer longuement sur les causes de ce qu'ils appellent les maladies mentales, qu'ils expliquent d'ailleurs plus qu'ils ne soulagent. Mais nous allons voir que la cause n'est pas celle qu'ils imaginent. Étudions d'abord brièvement leur conception. La psychothérapie et la psychanalyse cherchent des perturbations de l'enfance, du complexe oedipien et d'un passé refoulé chez la personne ou dans sa famille sur plusieurs générations. Leurs méthodes sont lentes, longues et d'autant plus incertaines qu'elles refusent toute évaluation, ce qui les rend douteuses. Les thérapies cognitivo-comportementales considèrent que les maladies proviennent d'apprentissages dévoyés et idées fausses, qu'elles tentent donc de réajuster de manière concrète, mais assez confuse, sans ligne directrice claire. Leurs évaluations ont le grand mérite d'exister, mais sont parcellaires. Quant à la psychiatrie, elle postule que les pathologies proviennent de substances cérébrales de neurotransmetteurs. Ces médicaments soignent partiellement, temporairement, mais guérissent peu et sont plus ou moins nocifs. Bref, ces méthodes tentent d'agir sur une cause interne inhérente à la personne, à son cerveau, à son passé, à ses habitudes, selon une causalité dite linéaire et cartésienne, qui, comme je vais le montrer, est de nos jours dépassée. Pour la thérapie stratégique, il n'y a pas de maladie psychiatrique, mais des troubles psychologiques ou relationnels, parfois gravissimes, dépendant certes de notre chimie, de nos apprentissages, de notre passé, mais aussi et surtout de nos relations par rapport à autrui, par rapport à notre environnement, et en quelque sorte par rapport à nous-mêmes et à nos actions. Comment la thérapie stratégique explique-t-elle ces troubles? Elle considère que dans la vie, nous affrontons de nombreux problèmes que nous résolvons souvent bien ou pas mal par deux types de solutions. Soit on agit, on lutte, on affronte, on supprime, on refuse un problème, soit on n'agit pas, on évite, on tolère, on accepte le problème. Aucune de ces deux solutions n'est meilleure que l'autre a priori. Mais comme elles sont inverses et contradictoires, pour chaque problème, si l'une est bonne, bénéfique et le résout, l'autre est mauvaise et non seulement inefficace, mais aggravante. Car si la croyance judicieuse on persiste à l'appliquer, cela crée un cercle vicieux, par une causalité non plus linéaire mais circulaire, où, et c'est la grande innovation conceptuelle de la systémique, plus on échoue, plus on applique la mauvaise solution, plus on échoue, etc. Alors, l'effet devient cause et la cause devient effet par rétroaction, feedback. Ainsi, un problème pas obligatoirement grave à la base le devient de plus en plus, comme si on jetait sans cesse de l'huile sur un feu tout en croyant jeter de l'eau. On a alors une souffrance majeure, durable, supposée psychiatrique, par ceux qui ne la comprennent pas et ne la guérissent donc pas. Mais il suffit d'inverser la mauvaise solution qui est la véritable cause du trouble pour que celui-ci disparaisse vraiment.
Quand la thérapie stratégique intervient-elle? Chaque personne tente de résoudre ses problèmes comme elle le veut, comme elle le sent, et heureusement, cela marche souvent. Sinon, elle demande de l'aide à sa famille, à des amis, s'informe dans les médias, etc. Puis, si elle a tout essayé en vain, elle recourt parfois aux spécialistes. La thérapie stratégique n'intervient donc que sur demande de la personne souffrante ou parfois d'un proche, d'un conjoint ou d'un parent d'enfant. Comment la thérapie stratégique intervient-elle? Après avoir cerné le vrai problème, comme on le verra plus loin, elle cherche les solutions, ou plutôt les tentatives de solutions qui ont échoué et qu'il faut donc inverser. Si la personne évite, elle doit affronter et réciproquement. Si elle accepte, elle doit refuser et réciproquement, etc. Cette démarche déroute car elle remplace ce qui semble une bonne solution par une mauvaise et n'évoque pas les causes traditionnelles, mais elle est logique, souple, adaptée à chaque personne, à chaque problème, et surtout, elle soulage vraiment. Bien que cette efficacité choque mes collègues classiques, je la revendique en tant que médecin et consommateur éventuel. De plus, comme l'effet placebo et les évolutions spontanées guérissent ou améliorent nettement 50% des troubles en 2 ans, toute psychothérapie doit obtenir mieux pour prouver sa valeur. Ce que fait la stratégique, qui a 80 à 90% de succès en 2 à 12 séances, sauf pour certaines psychoses qui durent des décennies, en partie à cause de ces regrettables tentatives de solutions que sont les psychothérapies et les médicaments inopérants. La méthode Palo Alto est donc réellement efficiente, elle explique et surtout résout la majorité des troubles indûment qualifiés de maladies mentales. La thérapie stratégique est rigoureuse. Elle s'adresse à la personne demandeuse dont elle définit précisément le problème et les tentatives de solution. Pour éviter d'être trop long, je résume rapidement 4 cas pris dans mes vidéos, dont je vous mets le lien. Les angoisses et les idées obsédantes persistent parce qu'on essaie de les éviter, de les surmonter, de les diminuer, alors qu'il faut les affronter, par exemple en y pensant exprès pendant 20 ou 30 minutes par jour, pendant quelques jours. Les colères d'enfants incoercibles se calmeront si l'adulte les encourage directement ou implicitement en les faisant mimer par l'enfant. Mais il existe des cas plus complexes où le problème doit être précisé en termes concrets, factuels, exacts, sans trop tenir compte des diagnostics. Ainsi, le dépressif non réactionnel est moins triste qu'immensément fatigué, et il essaie vainement de se forcer à réagir. Alors, une prescription d'inactivité et un repos maximum le rétablit. De même, la schizophrénie est un diagnostic confus et souvent trompeur. Dans mes 2 vidéos sur l'enfant schizophrène, pour la demandeuse qui est la maman, le vrai problème est les accès violents de son fils. Or, ils surviennent lorsque, croyant le calmer, elle le contredit alors qu'il a raison. Elle doit donc l'approuver. La conclusion tient en une formule évidemment paradoxale. Si un problème persiste malgré tout ce que vous essayez, faites le contraire, inversez vos tentatives de solution et vous le résoudrez. Suivez cet avis malicieux du docteur Richard Fish, un des inventeurs de la thérapie stratégique. Imaginez ce que ferait à votre place une personne sensée, intelligente, expérimentée, généreuse, et faites le contraire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien.